Nous sommes dans le parc naturel de Gyeongsan, à 400 km de Séoul. Ici, les totems chamaniques qui protègent l'entrée des villages croisent les effigies de Bouddha. Dans ces montagnes, considérées comme sacrées, se trouvent des lieux réservés aux gouttes. Le goutte est la cérémonie par laquelle le chaman va entrer en communication avec les esprits pour les apaiser, les chasser ou leur demander de l'aide. L'office commence à l'extérieur du lieu de culte. La Mudang et son assistant appellent les esprits. Le frottement des mains agit comme un moulin à prière en soutien du chant et du tambour. L'installation de l'autel et des offrandes fait partie du rituel et la Mudang est aidée de la cliente pour laquelle elle va officier. Il s'agit d'une femme qui depuis plusieurs mois traverse une période difficile et accumule les ennuis. Elle est ici pour apprendre quels esprits lui sont contraires et comment calmer leur courroux. Car c'est cela l'enjeu du goutte. Comme toutes les cérémonies chamaniques, le goutte est une intervention active, un geste thérapeutique. Ce temps de prosternation permet à la Mudang de se mettre en condition. Elle seule décidera de la durée de cette préparation. Dans le monde asiatique, le cochon est un animal porte-bonheur. C'est souvent dans sa bouche que les patients vont glisser quelques billets, offrande supplémentaire pour forcer le destin. Les boucles de tissu nouées par la Mudang et son assistante seront, comme lors du Sejimgut, les secondes funérailles, dénouées plus tard en signe de délivrance. Tout au long de l'office, l'officiante va changer plusieurs fois de costume afin d'incarner les différents esprits qui vont l'habiter. Nous avons suivi un autre goutte. Celui-ci est célébré par un baksu, c'est-à-dire un chaman homme.
général, les chamans ici sont des femmes. Cet état de fait coïncide avec l'avènement des principes confucéens en Corée, qui rabaissa les femmes dans l'échelle sociale et retira la plupart de leurs droits, notamment celui de l'épanouissement sexuel. Cette frustration entraîna nombre de désordres apparentés à la névrose ou à l'hystérie. Ces symptômes furent dès lors considérés comme le signe d'une meilleure réceptivité aux esprits, car le coût est une possession. Comme dans la santeria de Cuba, les chamans sont envahis par les esprits. La danse, les sauts sont destinés à favoriser l'état de transe au seuil de l'inconscience qui permettra de laisser la place aux invisibles visiteurs. Les esprits très divers peuvent être ceux de la nature, des ancêtres, de personnages historiques ou de légendes représentés sur la fresque murale. Ici, le costume, le couteau et le trident sont les attributs d'un général ou de l'amiral Yi, héros national coréen. Il représente l'autorité. On le retrouve encore incarné par la mudang dans un vêtement d'une couleur différente, même si habituellement les habits sont similaires. Rose ou jaune pour les incarnations féminines, bleu pour les incarnations masculines et blanc pour les enfants. Les drapeaux de direction servent à la divination. Après que la chamane les ait présentés aux entités pour leur conférer leur pouvoir, la patiente va devoir choisir au hasard l'un d'entre eux pour connaître son avenir. Le vert marque le mauvais sort, le rouge celui de la bonne fortune, le bleu se situe entre les deux. La consultante devra recommencer jusqu'à ce que le sort lui soit favorable, indiquant ainsi le niveau de pénitence qu'elle devra accepter. Souvent, les âmes errantes qui se manifestent ne sont pas contentes. Elles viennent, par la voix de la mudang, se plaindre, invectiver, demander réparation, quelquefois même frapper le client. Celle qui s'exprime maintenant demande l'offrande d'alcool aux ancêtres, signifiant ainsi qu'il faudra régulièrement les honorer et par là même faire appel au pouvoir de médiation de la mudang. Le patient que le Paksou va réconforter est au bord de la faillite. Cette mauvaise fortune vient d'un esprit malin qui veut que l'on s'occupe du repos de son âme. Il s'agit d'un handicapé dont le père du patient se moquait et qui était du même village. Il est mort sans descendance et attend qu'on l'honore en l'échange d'une protection. Le Paksou psalmodie et les assistants ponctuent son chant pour affirmer que la guérison est proche. L'esprit dit qu'il va partir, que le patient va le sentir et qu'il aura mal. Il est maintenant nettoyé, purifié.
Comme dans le Sijimgut, les nœuds sont dénoués comme une métaphore de la difficulté surmontée, d'un déblocage psychologique. Déchirant les tissus, le chaman va rétablir l'harmonie entre les vivants et les morts et renvoyer les esprits messagers dans l'autre monde, mettant ainsi un terme à l'échange. Là encore, la métaphore de la rupture, de la séparation, trouve en nous un écho. Sans doute ces images nous laissent-elles un peu perplexes, mais ces rituels correspondent peut-être à une dimension fondamentale de la psychologie humaine, entrer dans la logique du patient, travailler avec ses croyances pour déplacer son champ de conscience et soigner les blocages. Beaucoup en Occident connaissent cette approche au travers de certaines psychothérapies comme la PNL ou les méthodes de Palo Alto. La déconstruction de l'autel, le pliage des bandes de tissu où sont écrites des prières et l'extinction des bougies marquent la fin de la séance. Elle ne s'achèvera réellement qu'après une longue série de prosternations, laissant les chamans exténués et très souvent sans aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant ces longues heures, parfois même des jours entiers. Une ville immense, des buildings gigantesques hébergeant des multinationales, l'une des économies les plus dynamiques de la planète. Séoul marquait la fin de notre voyage et initialement, nous comptions n'y rester que le temps de rejoindre l'aéroport. Mais au cœur du centre d'affaires, un spectacle nous a maintenus sur place. Une chanteuse de pansori. Le pansori, très caractéristique de la Corée, est l'art du récit chanté. Le mot signifie chant du marché, du lieu public.
Ce genre, apparu au XVIIIe siècle, accompagnait naguère les chamans, avant de devenir celui d'artistes itinérants. Les 5 pansori les plus anciens sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais ils n'en sont pas moins bien vivants dans la population, tout autant que la cérémonie chamanique qui devait suivre. Le chamanisme coréen est fermement ancré dans l'histoire du pays. Reçu en héritage des envahisseurs mongols venus de l'Altaï, il s'est déplacé au Japon pour donner naissance au rite Shinto. Officiellement, on compte 50 000 chamans en Corée, mais en réalité, ils sont sans doute plus de 150 000. Et même si cette pratique est considérée comme archaïque et voisine de la superstition, rares sont ceux qui n'y ont pas un jour eu recours avant un entretien d'embauche ou en marge d'un examen médical. Certains hommes d'affaires de premier plan n'hésitent pas à faire 400 km pour rejoindre les montagnes sacrées et payer jusqu'à 4 000 $ pour s'assurer une protection dans une affaire importante. Longtemps dénigré, le chamanisme est maintenant considéré par les instances coréennes comme patrimoine national et protégé comme tel. Si l'on peut se féliciter de cette démarche, il existe en parallèle un risque d'immobilisme, de fixation folklorique ou muséographique, et le chamanisme n'est opérant que tant qu'il est vivant, tant qu'il est en mouvement.